Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Faut prendre une grande respiration pour redevenir sérieux après cette entrevue avec Canel. Bon, la Chine qui a haussé à nouveau ses tarifs. En fait, c'est de réplique à réplique entre les États-Unis et la Chine. On commence à avoir des niveaux de tarifs qui tuent le commerce. Là. Oui, bien là, c'est une surenchère dans cette guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Donc, au cours des dernières heures, Pékin qui a augmenté de 41 ses tarifs, ce qui porte donc à 125 les tarifs contre les États-Unis. Les États-Unis, auparavant, avaient encore une fois haussé les tarifs à 145 Donc, si on résume, toute importation chinoise aux États-Unis, il y aura une surtaxe de 145 et les importations américaines en Chine, on aura une surtaxe donc de 125 Ce matin, la Chine Bienvenue a affirmé... chez Best Buy. Et oui, hein? La Chine a affirmé ce matin qu'elle ne voulait pas se battre, mais qu'elle n'aurait pas peur de le faire dans cette guerre commerciale amorcée par Donald Trump. D'ailleurs, le président chinois Xi Jinping a profité de la visite de son homologue espagnol pour lancer un appel à l'Union européenne en disant qu'il faut résister ensemble face aux mesures de coercition américaines. Par contre, les États-Unis, on le sait, ont mis sur pause pendant 90 jours tous les autres tarifs impliquant les autres pays. Et il y avait une réunion... Mais tu comprends quand même dans la relation que tu viens de nous décrire entre Xi Jinping puis l'Espagne, la gaffe de Trump. Trump a enlevé les tarifs parce qu'il s'est dit, OK, je peux pas me mettre tout le monde à dos puis en même temps affronter la Chine. Mais le mal est fait. Tu sais, mettons en Europe, est-ce qu'aujourd'hui en Europe, ils ont confiance à Donald Trump? Je pense pas qu'ils ont plus confiance en Xi Jinping. Mais ils jasent avec lui quand même. Puis là, lui, il leur dit, garde, il faut se mettre ensemble contre la folie des États-Unis. Là. Ah oui? C'est un revirement majeur. Alors qu'à mon avis, si Donald Trump, si son but, qui pourrait être un but valable, était de discipliner la Chine, de faire plier la Chine sur quelques points où il triche en matière de commerce international, la seule façon de le faire, c'était en s'alliant avec le reste du monde, pas en se mettant la planète à dos. Enfin. Ouais. Et il y avait une rencontre du cabinet de Donald Trump complètement surréaliste hier, où c'était vraiment une séance là, de flattage, de « vous êtes extraordinaire, Monsieur Trump, vos tarifs, mais c'est tout merveilleux. Va si bien. » Tout va tellement bien. Mais Trump a quand même dit une phrase moi, que j'ai retenue. Il a dit « La transition aura un coût et poserait des problèmes. » Alors, on s'en est aperçu, effectivement, dans les derniers jours, que c'était une stratégie très coûteuse, entre autres. Et en bourse, il y a eu cet après-midi complètement fou, là, mercredi après-midi, de remontée boursière, mais là, on est en train de tout reperdre ça. Oui, c'est vraiment là des chiffres éloquents. Là. Le Dow Jones a plongé de 2,5 hier, le S&P 500, 3,46 également. Ça a été catastrophique pour le Nasdaq. Je regarde ce matin, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, les transactions d'avant-ouverture de séance, les échanges d'avant-ouverture de séance, je devrais dire. C'est au vert, mais c'est au vert timide, je vous dirais. Toutefois, si on regarde les principaux indices européens ce matin, dans la plupart des pays, donc c'est au rouge, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. L'indice Nikkei au Japon qui a perdu près de 3 Mais je pense qu'il y a eu comme une euphorie mercredi après-midi. C'est comme tout le monde a dit « Trump enlève ses tarifs », puis c'est comme si dans les heures qui ont suivi, on se dit « Ouais, il enlève ses tarifs ». Il laisse quand même un 10 ce qui est quand même une nuisance au commerce mondial, de 1. De 2, l'affrontement avec la Chine, c'est majeur. Je veux dire, c'est 45 de l'économie du monde, les États-Unis-Chine. Puis 3, on a-tu vraiment confiance à Donald Trump? Tu sais, c'est comme... est-ce que les investisseurs sont rassurés? Là, il reporte ses tarifs de 90 jours. Il va changer d'idée la semaine prochaine. Il change d'idée toutes les semaines. Fait que je pense que c'est ça, que l'euphorie du mercredi après-midi, là, ça a retombé. Mais ça veut dire que la technique de Donald Trump, la stratégie du pied dans la porte fonctionne. Tu sais, tu mets ça gros, puis là, tu arrives quand même avec des conséquences. Oui, mais ça fonctionne. Dans la stratégie mentale, oui, tu sais, dans la perception. Ça fonctionne dans la stratégie mentale. Ça n'a pas fonctionné dans les résultats économiques. Non, mais dans la perception des gens. Tu sais, il y a des gens aussi qui ont vu les marchés très, très bas. Tu sais, quand tu dis, mettons, le Dow Jones, là, tu sais, qui se transigeait à peu près à 36 000, 37 000 points, certains ont vu des aubaines, ont voulu investir, ont voulu, comme on dit, cash in, retirer leurs billes rapidement hier aussi. Ça a contribué possiblement à cette journée très difficile. L'or est toujours une valeur refuge. L'once s'est transigé à 3 200 $ pour la première fois de l'histoire hier. C'est un nouveau sommet. Les prix du pétrole ont chuté toutefois hier. C'est une bonne nouvelle si vous avez chez vous des lingots d'or, ou vous avez fait des placements dans l'or.
Mais je veux dire, globalement, c'est pas une bonne nouvelle. Non. Quand les gens se réfugient dans l'ultime valeur refuge, comment c'est C'est comme... qu'il y a de l'inquiétude. C'est que le monde est aux abris. Là. Je veux dire, le monde est caché dans des abris nucléaires, là, en termes concrets. Bon, il y a Mark Carney qui met à nouveau sa campagne sur pause pour la s'occuper troisième fois. de la crise des tarifs. Troisième fois, hein, Mario, que Mark Carney met son chapeau de premier ministre, suspend sa campagne, rentre à Ottawa pour gérer cette crise tarifaire-là. Il y aura une réunion du comité du cabinet chargé des relations canado-américaines aujourd'hui et de la sécurité nationale. Donc, Mark Carney qui met sur pause sa campagne pour gérer Trump, mais en même temps, le Canada n'a pas l'intention de lever ses tarifs, en tout cas selon... Ben, il l'a dit clairement hier. C'est pour ça que je ne sais pas aujourd'hui exactement qu'est-ce qu'il a décidé. Ben, là. exactement. Si c'est déjà décidé. Ben, c'est ça, c'est la grande question actuellement. On sait que ça a été une stratégie quand même payante depuis le début de la campagne pour Mark Carney de mettre sur pause donc la campagne électorale pour revêtir ses habits de premier ministre. Et on le voit aussi dans les différents sondages d'opinion. C'est le sujet qui obsède les gens, les tarifs. Mais je me suis demandé, est-ce que ça pourrait être la fois de trop? Tu sais, c'est payant là, d'interrompre sa... Parce que les autres fois qu'il a interrompu sa campagne, il y avait eu les tarifs sur l'automobile, il y a eu les tarifs réciproques, supposément réciproques. Là, il n'y a rien de spécial qui touche le Canada. Tu sais, le fameux jupon qui dépasse, où à un moment donné, ça devient évident que tu veux pas faire campagne, que tu essaies de profiter de la situation. Je trouve qu'aujourd'hui, à moins qu'il y ait une annonce, là, énorme, qu'on voit pas venir, puis qu'à 11h ce matin, on dise « OK, wow, là, on n'a pas vu venir celle-là. » Mais sinon, parce que là, moi, je vois venir, on le comprend, la stratégie libérale, c'est de ne pas faire campagne. Là, aujourd'hui, il ne fait pas campagne. Ça, il y a la fin de semaine. Prépare-toi, Alexandre, on va nous dire « Oui, mais là, c'est les débats. La semaine prochaine, c'est les débats. » 2 jours on a au moins, oui, on a besoin journée de préparation. Journée de préparation des 16-17. débats. Ouais. Le dernier débat est le jeudi, ce qu'on appelle le jeudi saint, parce qu'on s'en va vers Pâques. Fin de semaine de Pâques. Fait pas trop campagne. Tu sais le lundi de Pâques, là, on va être rendu dans la dernière... Oui, on va être une semaine du vote. Là, on va être... Donc, à mon avis, là, on va être rendu à une semaine du vote. Dans les 10-11 prochains jours, je serais pas surpris que M. Carney fasse campagne 2 ou 3. Ah, c'est fort possible. Oh, oui, ton scénario est très probable. Tu t'additionnes aujourd'hui, fin de semaine, préparation au débat, week-end de Pâques, Il l'expose le moins jour possible. férié. Et c'est ça que j'appelle le jupon qui dépasse. Est-ce qu'à un moment donné, tu dis, OK, la journée d'aujourd'hui, tu suspends ta campagne pour t'occuper des tarifs. Y a-tu vraiment quelque chose de spécial et de grave à faire pour les tarifs ou tu essaies de profiter de la situation à des fins politiques? À moins que les États-Unis répliquent. Parce que, tu sais, souvenons-nous de ce que le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a dit. Il a dit, ben, si le Canada, vous ne levez pas vos contre-tarifs, les États-Unis vont répliquer. Alors, est-ce que c'est impossible. Ça? C'est pas impossible, mais en même temps, tant qu'on n'a pas de concret, on le sait pas. Là. Bon, et dans la campagne, puisqu'il y en a une, On va essayer de le il y rappeler. a une campagne électorale. Êtes-vous sûr? Tout ce Oui, qui s'est- oui, j'ai Tout ce qui s'est vérifié. dit et promis hier. Bon, Mark Carney a fait campagne aux côtés de sa candidate, la survivante de la tragédie de Polytechnique, Nathalie Provost, et il a promis hier de resserrer la réglementation sur les armes à feu. Il s'est engagé aussi à lutter contre la criminalité. Pour ce qui est de Pierre Poilievre, il a incité les municipalités à réduire les taxes sur la construction de logements. Jagmeet Singh, du NPD, a annoncé qu'un gouvernement néo-démocrate lutterait pour l'élargissement de l'assurance médicaments. Mais dans le cas de M. Singh, on l'entend de plus en plus mettre plutôt l'accent sur envoyer le plus grand nombre de députés néo-démocrates possible à Ottawa, plutôt que choisissez-moi comme premier ministre. Bon, Avez-vous il remarqué a dans le changement il a de enlevé ton, ce là? disque-là. Oui, vraiment beaucoup. En même temps, il doit voir les chiffres un peu comme tout le monde. Et François Blanchet, on a parlé notamment de protection du français, mais on a parlé aussi de sécurité aux frontières. Et François Blanchet qui veut qu'Ottawa mette sur pied finalement un ministère de la frontière, ce à quoi Mark Carney a répondu que ce n'était pas nécessaire. On a eu hier un premier organisme à qui on avait demandé d'enquêter sur sa clique, qui est arrivé avec des conclusions, en tout cas, ce sont des conclusions préliminaires ou un geste préliminaire, c'est l'Autorité des marchés publics. Oui, qui a ordonné au PDG de la SAAC de suspendre pour 30 jours tous les contrats du projet SACLIC. Et ça survient près de 2 mois après l'espèce de rapport coup de poing de la vérificatrice générale qui faisait état notamment de dépassements de coûts spectaculaires. Ce qu'a dit l'Autorité des marchés publics hier, c'est qu'on remet en doute les actions prises par les dirigeants depuis les révélations du dossier
ça clique. Alors, ce que la MP demande à la société, c'est de suspendre le contrat et tous les mandats qu'elle a octroyés pour obtenir donc des services professionnels. Et moi, il y a une phrase quand même qui a retenu mon attention dans les différentes déclarations hier, je vous la paraphrase, là, c'est que l'autorité des marchés publics disait il n'y a pas eu de changement dans la façon de gérer ce dossier-là depuis notamment le rapport de la vérificatrice générale. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de garde-fou supplémentaire. Alors là, et ça, c'est étonnant. Sincèrement, c'est plus qu'étonnant. C'est plus qu'étonnant. La seule question que je me suis posée, c'est peut-être que si la SAC parlait, puis je vais y revenir, peut-être qu'il nous expliquerait, oui, mais nous, là, mettons une compagnie qui fait du transport en commun. Puis tu lui disais, mais là, ton contrat d'entretien de tes véhicules avec tes garages et tes mécaniciens, il faut que tu coupes ça. On pense qu'il y a eu de la corruption. Mais la société de transport en commun va te dire, attends un peu, là, moi, si je fais plus mes changements d'huile, si je répare plus mes véhicules, si je répare plus les pneus crevés, je vais affecter le service aux citoyens. C'est comme là. Est-ce que ce sont des contrats d'entretien où la SAC nous dirait, écoutez, si je les suspends, il va y avoir un impact sur le public? Le problème, Alexandre, c'est que le PDG de la SAC ne parle plus. On ne peut plus faire d'entrevue. On ne peut plus savoir ce qui se passe. On ne peut pas avoir les avec. Même si c'était partiellement justifié, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas y parler. Fait que la seule impression qu'on a, c'est celle que tu as décrite. C'est de dire, voyons donc, il y a eu un rapport dévastateur de la vérificatrice générale, puis eux ont continué. Là, tout va très bien, Madame la Marquise. Tous les contrats informatiques en place, ils les ont gardés. Inexplicable dans le contexte présent. Et là, Mario, la pression est de plus en plus forte sur Geneviève Guilbeault, qui, souvenons-nous, à l'époque de tous ces contrats-là, elle disait, c'est pas moi qui étais ministre des Transports, je suis arrivé là... Je suis arrivé après. Je suis arrivé après, puis là, bon... Sauf que là, c'est elle actuellement qui est ministre des Transports. Alors, comment expliquer ce manque si on veut, de garde-fou? Je vous fais entendre un petit montage des attaques, notamment des oppositions. Vous reconnaîtrez Monsef Déragi chez les libéraux, Arun Boisy chez les solidaires, Joël Arsenault du Parti québécois, suivi de la réponse du premier ministre François Legault. C'est un autre incompétent qui se rajoute à la liste des incompétents qui dirigent la SAC depuis un bout. Ça sert à quoi, Mme Guilbeault, si elle est incapable de gérer très bien le ministère? Probablement qu'elle devrait prendre ses responsabilités et se poser des questions sur son avenir. Première responsabilité, c'est de s'assurer que le PDG qu'elle a nommé fasse son travail. Et là, le premier ministre, mais s'il a nommé une ministre qui ne fait pas sa job, il doit aussi prendre acte. Il y a un nouveau président en qui on a confiance, qui est en train de s'assurer justement que les pratiques soient changées. Un nouveau président à qui on a confiance, mais le public ne peut pas l'entendre, le public ne peut pas entendre le son de sa voix, on ne peut pas y parler. Festival de Cannes, il y a tout un questionnement sur le cinéma. En fait, on se demande est-ce que les tarifs, la guerre commerciale avec la Chine pourraient affecter le cinéma? Oui, en grosse majuscule. Au fait, je pense qu'on réalise pas à quel point le milieu du cinéma est en crise avec la COVID, les grèves et là maintenant les tarifs. Bien sûr que ça fait partie des inquiétudes. Parce qu'en Chine, les films d'Hollywood jouent fort en Chine. C'est une source de revenus importante. La Chine, c'est le deuxième marché au monde derrière les États-Unis en termes de consommation et particulièrement les films d'Hollywood connaissent un grand succès auprès des Chinois. Et là, ce qu'ils ont annoncé, la Chine hier, c'est qu'ils allaient réduire de façon modérée le nombre de films américains diffusés. Ils vont pas nécessairement empêcher... Donc, ça veut dire que les revenus de chaque film vont baisser. Bien sûr. En plus, si nous, on vit, entre autres, la fermeture des cinémas Gouzeau, mais il y a sûrement d'autres... On a moins analysé ce qui se passait à l'international, mais assurément, il y a moins de salles. Et là, ce qu'ils disent, c'est on veut pas interdire la consommation de films américains. Il y a toujours façon de pirater, d'aller sur des plateformes en ligne et tout ça, mais dans les salles de cinéma, assurément, il y aura une différence. Puis moi, je trouve que ça se fait même sentir parce qu'hier, au Festival de Cannes, ils ont dévoilé les sélections officielles pour le 78e festival qui va être présenté en mai. Puis il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On dirait que ça a un petit goût de déjà-vu. La seule affaire qu'on peut noter d'avancée, là, c'est que c'est la première fois en 60 ans qu'une femme va succéder à une autre femme pour la jury, la présidence du jury. Donc, c'était Greta Gerwig l'année passée. Cette année, c'est Juliette Binoche, donc du 13 au 24 mai. Dans les 19 Mais c'est pas une grosse cuvée de films. Là. Non, il y a 19 films qui ont été présentés. Pour le grand public, là, ce qui peut vous parler, il y a Tom Cruise qui va aller présenter Mission Impossible hors concours parce qu'on sait que ça va prendre l'affiche à la fin du mois de mai dans nos salles. Robert De Niro aussi qui va recevoir la Palme d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a eu un gros message aussi pour la violence sexuelle. On sait qu'en France, ils ont quand même un pas pire retard là-dessus. On sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a déjà présentement une commission d'enquête. Donc, ça a été épousé également lors de la conférence de presse hier. Donc, on sait qu'il y a
des avancées là-dessus. Mais côté, mettons, cinéma, culture, je trouve que pour l'instant, ce que j'entends, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, puis j'ai l'impression que ça va être de mal en pire. C'est le signe de quelque chose Vraiment. à suivre. Et finalement, Alexandre, les poursuivants du Canadien dans la course aux séries ont gagné hier. Là. Ouais, là, il y avait des matchs intéressants à suivre parce que les 4 poursuivants du Canadien étaient en action hier. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. Les Red Wings de Détroit ont perdu 4-1 contre les Panthers. Donc, eux, ils sont à 8 points du Canadien. Je les écarte. Ils sont pas officiellement éliminés, là, mais c'est une question d'heure. Les Islanders se sont fait rincer contre les Rangers 9-2. Plus difficile pour les Islanders. Les Rangers, par exemple, sont à 6 poins seulement du Canadien. Ça les garde dans la course. Ouais, tout comme les Blue Jackets de Columbus qui ont remporté leur match 3-2 contre les Sabres de Buffalo. Il y a un scénario idéal qui pourrait se produire ce soir. Ce soir, on sait que le Canadien est à Ottawa pour affronter les Sénateurs. En cas de victoire du Canadien, on ferme les livres. On met un X. On met officiellement le fameux X en série. À côté du nom du Canadien de Montréal. On s'assurerait d'une place en série. En cas de match nul, ça serait pas perdre en prolongation. Okay. Un point, c'est pas assez ce soir. Non, c'est pas assez. Alors là, si on veut mettre fin au suspense, ce serait ça. Mais c'est ça. Les Sénateurs d'Ottawa, on sait, ils vont presque aussi bien que le Canadien. Ouais, Brady Ketchuk, par exemple, est tenu à l'écart du jeu. Ça peut peut-être aider le Canadien. Donc ce soir à Ottawa, samedi à Toronto. Lundi, on reçoit la visite des Blackhawks de Chicago. Est-ce que ce serait le potentiel premier match d'Ivan Demidov? On a vu d'ailleurs, si on est en mesure de rouler les images, nos collègues de TVA Sport étaient à Pearson hier soir, à l'aéroport. On voit donc les premières images d'Ivan Demidov qui a débarqué à Pearson, à Toronto. Il était accompagné de sa conjointe. Ben oui. A été escorté donc par les policiers, par un policier du Canadien à l'intérieur de ce véhicule noir. Une quarantaine de partisans. Mais ce qui est fou de le voir arriver comme une vedette comme ça, on dit avec sa conjointe, ça, mais c'est un kid, là, il a eu 19 ans dans le temps des fêtes, je sais pas, mois de décembre, il a eu mais ça, pour un film, c'est un scénario enlevant. Ça, c'est un bon scénario de film. Prenez des notes. Oui, surtout s'il finit bien.